Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Média Pro, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité médiatique et audiovisuelle. Bien sûr, nous allons rester dans l'actualité et parler encore une fois du drame que vit le peuple palestinien à Gaza et le massacre qui continue contre les journalistes. Avant de commencer le débat avec mes collègues analystes et experts en audiovisuel, Sofiane Baroudi, Reda Harilash et Faisal Mattawi, la corporation de la presse, et notamment la chaîne Al Jazeera, a perdu avant-hier l'un de ses éléments, le caméraman Samer Abou Daqqa, qui fait de lui le 90e journaliste qui perd la vie sur le sol de Gaza. On regarde ces images et on revient au débat. Sadece aşağıya geçmek istediler ve bir yumruk daha attı. İkinci yumruk görmüş olduğunuz gibi İsrail polisinin şiddeti, dehşeti her bir noktada devam ediyor. Çekti, silahın ucuyla vurdu. Muhtemelen evet. Müdahaleler tam olarak böyle oluyor değerli izleyenler. Bakın silahın tetiğini çekti. Vur beni dedi. Arkasını döndü gazeteci. Boğazını sıktı ve yere yatırdı. Görmüş olduğunuz gibi çok sert müdahaleler var. Çok sert müdahaleler var. Çok sert müdahaleler var. İşte gazeteci, Müslüman, sivil ayırt etmeksizin buna benzer silahın ucuyla çok sert vurdu. Halil geri çek. Halil geri gel. Halil geri gel. Gel Halil. Okay. Okay, calm down. Okay. 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 Şu an silahın tetiğini bile bize doğrultmaya başladı. Şu an sağlıkçılar geldi. Ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum ki bir meslektaşımız çok ciddi bir şekilde yaralandı. Arap bir gazeteciydi kendisi. Halil gelir misin? Gel Halil. Calm down. Okay. Okay. C'était les images de l'enterrement du caméraman d'Al Jazeera, Samer Abou Daqqa, accompagné à sa dernière demeure par son compagnon, Wael Dahdouh, qui a également échappé à l'assassinat après avoir été blessé par une roquette, par une bombe israélienne. On a vu également des images terribles du travail que mènent parfois les photographes et les journalistes sur le terrain. C'était les dernières images, c'était les images du photographe de Anadolu, le Mustafa Kharof, qui a été agressé par les soldats de l'entité sioniste Al-Quds en faisant son travail de photographe. Alors messieurs, l'État sioniste veut éteindre toute lumière, toute image, fermer toutes les caméras, tous les objectifs sur ce qui se passe à Gaza. Absolument, et ça continue depuis le début. Plus de 90 journalistes et caméramans tués, la liste est très longue. On a ici une longue liste depuis le premier mort qui était Mohamed Salhi jusqu'au dernier, qui est aussi un journaliste qui était à Gaza. Le numéro 89, c'est une journaliste qui s'appelle Hanan Ayad et le plus grave, c'est que Samer Abou Daqqa, qui a beaucoup filmé depuis le début de cette agression et à 70 jours, au milieu des bombes, parce qu'il faut le faire,
avec Wael Dahdouh et tous les correspondants de Jazeera. Il faut préciser qu'il couvrait une école, une école qui était bombardée, qui était censée être protégée. Protégée parce que Israël s'est permis de bombarder les écoles où il y a des enfants, il y a des civils, des hôpitaux, et ils le font depuis le début, même les ambulances. Et dans le cas d'Abu Daqqa, c'est... Il faut préciser justement, Faisal, que Samer Abu Daqqa a été blessé et il est resté plus de 5 heures en train d'agoniser. Et les 3 des infirmiers et des ambulanciers qui sont partis à son secours ont été également tués. Oui, c'est pas la première fois que les forces d'agression israéliennes le font. Et ils l'ont laissé pendant saigner. Il a été saigné un blanc carrément parce qu'on voulait que Abu Daqqa qui transmettait les images soit tué. Abu Daqqa et Dahdouh ont été ciblés par un drone. Et un drone ne peut pas rater sa cible. Ça veut dire qu'on lui a donné l'information, c'est un ordinateur volant, pour cibler tel journaliste. Donc c'est pas on visait sûrement Wael Dahdouh qui est le présentateur vedette, le journaliste de terrain d'Al Jazeera à l'intérieur, au cœur de Gaza. Oui, avec Tamel Meshal aussi, ils font un travail extraordinaire parce que c'est pas par hasard qu'ils sont ciblés. C'est pas par hasard qu'ils ont ciblé Mustafa Al-Kharouf, qui est un des meilleurs photographes de l'agence Anadolu, l'agence turque, et qui a distrait ces photos, les photos de Mustafa. Les images ont été tournées par CNN turc en direct, c'était du live. Du live, et les photos de Mustafa font le tour du monde. Il y a beaucoup de photos de cette agence à travers le monde parce que d'autres photographes d'autres agences font leur travail. Évidemment, il y a une censure qui s'est installée. Mais ce qui est curieux, Salim, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu le rapport de Reporters sans frontières qui nous dit, ce qui est assez curieux, 45 journalistes tués dans le cadre de leur fonction dans le monde, une baisse malgré la tragédie d'Gaza, alors que c'est exactement le contraire. Ce n'est pas une baisse, c'est une hausse. Et le plus curieux dans ce rapport, parce que c'est une présentation du rapport, bon, Reporters sans frontières dit avoir déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale pour établir la vérité des faits sur l'assassinat des journalistes, mais elle estime qu'il y a 57 journalistes qui ont été tués sans lien évident avec leur métier. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est une explication qu'il faut donner, alors que tous les journalistes présents, ils justifient leur assassinat. C'est une manière de cacher, de justifier, d'amoindrir. De dédouaner l'armée sioniste. Absolument, c'est un comportement inacceptable, alors qu'une autre organisation qui est CPJ, qui est Committee to Protect Journalists, qui est établie à New York, qui parle de 64 journalistes tués, dont 57 Palestiniens et aussi 3 journalistes libanais, 4 journalistes israéliens selon cette organisation, et 19 journalistes qui sont emprisonnés, parce qu'on oublie les journalistes emprisonnés, on oublie aussi qu'il y a des journalistes blessés, le nombre est de 13. Mais pourquoi Reporters sans frontières essaie d'amoindrir, essaie de limiter? Parce que si vous cherchez dans tous les médias, dans tous les journaux occidentaux, qui bien sûr n'aura aucune occasion pour parler des journalistes ciblés dans les pays arabes et musulmans, les pays africains, etc., qui tentent de donner des chiffres pour un peu brouiller, c'est carrément un écran fumé, alors que toutes les organisations sérieuses, dont les organisations onusiennes, dont Human Rights Watch, qui ont donc établi des listes où, avec des noms et prénoms, des photos, et avec des faits précisant que ces journalistes, reporters, photographes, caméramans, ont été ciblés parce qu'ils faisaient leur métier. Et donc, contrairement à ce que dit Reporters sans frontières, ce n'est pas vrai. Ces journalistes ont été tués parce qu'ils sont journalistes. Reda Harirash, pourquoi ces 2 poids, 2 mesures des médias occidentaux, quand un journaliste américain ou européen se fait tuer en Ukraine, tous les journaux, tous les médias en parlent, alors que plus de 90 journalistes à Gaza, assassinés à Gaza, essentiellement des Palestiniens, il faut le préciser. Personne n'en parle dans les médias, ou peu. C'est une censure qui ne dit pas son nom. Il faut savoir qu'il y a journalistes et journalistes. À partir du moment où il y a des journalistes qui ne vont pas dans le sens de la guerre voulue par les protagonistes contre les habitants de Gaza, eh bien, à ce moment-là, on essaye un peu d'effacer carrément leur mémoire. Et il n'y a pas mieux que de ne pas en parler du tout. Donc c'est une censure, ce qui n'est pas du tout le cas de la guerre en Ukraine, puisque le camp occidental en profite toujours pour faire de la surenchère par rapport à ce conflit. Et donc il n'y a pas trop à se poser de questions à partir du moment où un journaliste ne suit pas la doxa occidentale en ce qui concerne le conflit
israélo-palestinien, et ben ce journaliste-là, on va faire tout pour faire taire carrément sa mémoire. Voilà. Sofiane Baroudi, on a vu aujourd'hui le bilan du massacre des journalistes à Gaza, et il est catastrophique. C'est du jamais vu dans la corporation. On a même lu que c'était la première fois qu'autant de journalistes sont tués dans un conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors exactement, c'est-à-dire qu'il y a une donne qui a changé. D'habitude, dans les conflits même de haute intensité, les journalistes sont victimes, on va dire, de, si vous voulez, ne sont pas directement ciblés et ouvertement, et notamment par des armes lourdes et par des armes de combat très sophistiquées comme des drones ou alors des avions de chasse carrément, voire de l'artillerie. Et c'est ce qui se passe dans le cas du conflit actuel au Proche-Orient. Il y a d'abord les journalistes qui essaient de couvrir ce qui se passe à Gaza, les massacres et les opérations génocidaires, et aussi l'échec militaire, il faut le dire, de l'opération de l'armée d'occupation sur le terrain, parce que ce qui explique cet acharnement contre ceux qui font le devoir d'informer, c'est d'abord la volonté de masquer l'échec d'une opération qui n'a atteint aucun objectif à part celui de choquer l'opinion publique internationale, parce qu'il s'agit aussi d'une défaite cuisante en matière, si vous voulez, de guerre de communication. C'est pour cela qu'on retrouve, si vous voulez, un acharnement caractérisé et un crime de guerre caractérisé qui est assumé à ciel ouvert. Et c'est aussi une donne qui est une donne nouvelle, parce que dans les autres conflits, les journalistes qui étaient tués, on imputait souvent ça, si vous voulez, comme étant une erreur ou alors des victimes collatérales, mais il s'agissait à tout prix de masquer le fait de cibler des journalistes qui constituent un crime de guerre. Et donc, il s'agit vraiment d'une situation nouvelle qui dénote aussi de l'échec, je le répète, mais aussi d'une défaite stratégique du projet sioniste et du projet colonial au Moyen-Orient et à l'international en général. Parce qu'on rappelle que, par exemple, le principal allié de l'entité sioniste et de l'opération génocidaire, c'est les États-Unis. Et dans les États-Unis, à Washington, à New York, dans les grandes villes, il y a une mobilisation très forte, la plus forte de l'histoire, en signe de solidarité au peuple palestinien, mais surtout en signe de rejet au régime d'apartheid et au projet colonial et surtout au massacre qui choque l'opinion publique internationale. Justement, Faisal, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais signaler une information, donner une information à nos amis téléspectateurs. C'est que personnellement, j'ai reçu un mail de Human Rights Watch, qui est l'organisation internationale de défense des droits humains, qui devait animer une conférence online. Elle a invité plusieurs journalistes à travers le monde pour une conférence pour le lancement d'un rapport. Le titre, c'est « Les promesses non tenues de Meta ». Meta, c'est le producteur de Facebook. Alors, censure systémique du contenu palestinien sur Instagram et Facebook. Le nouveau rapport et la nouvelle vidéo exposent comment Meta peut taire les voix palestiniennes et ceux qui défendent les droits humains des Palestiniens sur Instagram et Facebook à travers diverses formes de censure impactant les publications et les comptes documentant, condamnant et sensibilisant aux hostilités récentes et en cours en Israël. Human Rights Watch a fait, c'est basé sur 1000 documents documentés de censure. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, j'ai reçu un autre mail pour dire que cette conférence de presse virtuelle a été annulée. Ça veut tout dire. Ça veut dire que cette organisation a subi des pressions pour ne pas faire ce rapport. Voilà, mais ce qui est certain, messieurs, c'est que la bataille de la communication et des images a été perdue par l'État sioniste. Pour preuve, les réseaux sociaux ont diffusé énormément de vidéos dénonçant la manipulation de l'armée sioniste au regard de 2 vidéos essentielles qui ont été quand même diffusées sur Twitter, l'un des seuls réseaux sociaux qui continue à diffuser la vérité sur Gaza. L'opération israélienne se déroule, elle va se dérouler et continue à se dérouler comme s'il n'y avait pas d'otages. Au cours des combats à Sajaïa, une unité de Tzal a considéré, s'est trompée en identifiant 3 otages israéliens qu'elle pensait être des ennemis. Allez-vous tenter de récupérer ces otages? Je préfère ne pas répondre à cette question. Et ils ont ouvert le feu et ces 3 Israéliens ont été tués. Est-ce que la population israélienne doit se préparer au sacrifice de ces otages? Je préfère ne pas répondre à cette question non plus. C'est un événement triste, douloureux pour tout le monde. Et Tzal en assume la responsabilité. C'est Olivier Rafovitch. Une guerre contre le Hamas.
Le porte-parole de l'armée israélienne, ancien lieutenant-colonel de Tsahal et ancien directeur de la chaîne Israël Infolive. Et savais-tu que son épouse Roxane Rouas-Rafovitch était la fondatrice de Studio Fact? Et c'est là que ça devient intéressant, écoute bien. Cette société Studio Fact a réussi à lever des fonds de 35 millions d'euros pour réaliser et produire des émissions, des reportages, mais aussi pour des programmes télé pour la télévision française, sans compter qu'ils viennent de s'associer au journal Libération, mais pas que. Car Roxane Roua est aussi la directrice de Fremantle Media, l'un des plus grands producteurs et créateurs dans le monde. On peut leur attribuer les émissions comme Question pour un champion, Le Juste Prix, Nouvelle Star ou encore La France a un incroyable talent, et j'en passe. On peut trouver aussi comme directeur du live Christophe Barbier, un journaliste et éditorialiste français. Il est le directeur de rédaction de l'hebdomadaire L'Express entre août 2006 et octobre 2016. Il est également éditorialiste politique et chroniqueur sur BFM TV depuis septembre 2016. Bon, je pense vous avoir donné assez d'infos sur cette femme qui tient la programmation audiovisuelle en France, épouse du porte-parole de l'armée israélienne. Donc vous comprenez pourquoi on le voit sur toutes les chaînes, mais aussi le renvoi de journalistes qui ont osé le contredire. Comme disaient les inconnus. Ils sont là. Les envahisseurs sont là. Et n'oublie pas de liker et partager cette vidéo. Voilà, c'était deux vidéos qui dénonçaient justement la manipulation grossière de l'armée sioniste à travers certains aspects. Bien sûr, on a vu et découvert le porte-parole de l'armée sioniste, Olivier Rafovitch, qui a contribué quelque part à perturber le paysage audiovisuel français, et notamment avec la mise à l'écart de Mohamed Qassi, le journaliste vedette franco-algérien de la chaîne TV5 Monde. Mohamed Qassi a été dénoncé publiquement par sa chaîne, ce qui est rare, mais il est toujours à l'antenne. Et malgré ça, c'est un désaveu public pour un journaliste qui a osé affronter Olivier Rafovitch, qui, je le souligne, est porte-parole de l'armée israélienne. Donc porte-parole, ça veut dire porte-propagande. Et il se permet... Il est sur tous les plateaux. Comme l'a souligné la vidéo que, je précise, n'a été diffusée par aucune chaîne de télévision. Oui, c'est une vidéo avec une voix d'intelligence artificielle pour ne pas déterminer qui a fait la voix off. La vidéo. Mais c'est un montage et une enquête sur les dessous de la présence de ce porte-parole de l'armée sioniste sur les plateaux de télévision française. Oui, Rafovitch qui donc partout au point de saturer parfois l'écran, parce que quand on a la même personne qui répète la même chose, c'est ça un peu le principe de la propagande. Le problème avec la propagande, c'est que ça ne dure pas. À un moment donné, les gens vont se poser des questions, ils vont douter. D'ailleurs, les services de télévision françaises, plusieurs télévisions, sont bombardés par des mails et des courriers des téléspectateurs qui en ont marre de voir presque la même chose, parce qu'on a vu Rafovitch rectifier des journalistes même à l'antenne. Ne dites pas combattant, ne dites pas ça. Ne dites pas combattant, ne dites pas ceci, vous vous trompez. Vos chiffres sont faux, voilà, c'est les chiffres du Hamas. Il essaie de les culpabiliser. C'est une tactique de propagande qui a marché, mais elle ne peut pas marcher tout le temps. Par exemple, BFM TV, qui est une chaîne qui est devenue une chaîne d'opinion, comme CNews d'ailleurs, et au dernier sondage, apparemment CNews a dépassé BFM TV. Grâce à son discours haineux, violent, discours populiste, très populiste. Pascal Praud d'ailleurs, elle est très, très critiqué, y compris par ses confrères. Donc BFM TV est en difficulté aux dernières nouvelles, et visiblement le patron, qui est l'homme d'affaires Pascal Drahi, voudrait la vendre. Qui a 3 nationalités franco-israélo-marocaines. Il a 30 passeports. Toute la famille a 30 passeports. Toute la famille a 30 passeports, et tout le monde sait qu'il échappe au fisc dans plusieurs pays. Et il déplace les entreprises dans les endroits... Il est essentiellement installé au Portugal. Dans les paradis fiscaux, pour ne pas payer les impôts. Ça, c'est connu, c'est les médias français qui le disent. Mais BFM TV est en train de perdre de l'audimat.
Et selon les dernières informations, elle serait en vente. Et parce que le groupe aussi a subi, et l'endettement du groupe Altice, ça atteint maintenant 60 milliards d'euros, parce que les téléspectateurs ont réagi autrement. Ils en ont marre de sens unique. Ça veut dire que ces chaînes n'ont même pas cherché à donner les deux points de vue, au moins donner des visages aux victimes palestiniennes, parler de ce qui se passe dans les hôpitaux. Et à chaque fois, quand il y a un sujet qui passe, il est tout de suite dénoncé, y compris par les chroniqueurs, parce qu'il y a des chroniqueurs qui habitent un peu ces plateaux. SFR est en train de perdre des abonnés. Donc il y a des pertes qui n'apparaissent pas évidemment en comparato, parce que c'est un monde capitaliste en comparato, pour ne pas dire que les téléspectateurs ou les abonnés ou les citoyens européens, parce que les citoyens européens ont dit non à la guerre à Gaza, ont dénoncé les génocides. Il y a eu des marches, Sofiane l'a dit, un peu partout en Europe et à travers le monde aussi. Surtout aux États-Unis aussi. Voilà, et aux États-Unis, le peuple américain, on l'a déjà dit, a montré une solidarité merveilleuse avec les Palestiniens. C'est une solidarité humaine, tout simplement. Et donc les médias, je pense, dans cette propagande assumée, parce que les médias ont relié la propagande militaire israélienne. Et c'est là le problème. Ils n'ont même pas essayé de poser des questions, de douter, d'au moins essayer de contrebalancer, de donner d'autres points de vue. Ces médias vont perdre beaucoup de plumes, mais ils vont laisser beaucoup de choses après cette guerre, parce que la guerre finira par s'arrêter. Et donc, que restera-t-il de leur crédibilité? C'est une grande question que leur est posée. Reda Harirash, l'armée sioniste a véritablement perdu la guerre des images et la guerre de communication, la bataille de la communication. Elle a perdu le contrôle des opérations dans le domaine de l'information à partir du moment où elle s'est entêtée dans un premier temps à nier les faits qui étaient sur le terrain. Or, de nos jours, les journalistes du monde entier ont la possibilité et ont plusieurs sources pour pouvoir s'informer. Et donc, au fur et à mesure que le conflit avance dans le temps, l'armée israélienne n'a pas été en mesure de se repositionner de manière à pouvoir offrir un contenu qui soit un tant soit peu crédible, même si de temps en temps elle reconnaît par exemple qu'elle a eu des pertes significatives. Mais ça n'a pas été suffisant pour pouvoir convaincre un auditoire qui est de plus en plus échaudé par le trop grand nombre de victimes civiles palestiniens qui sont morts. Et on avoisine maintenant depuis plus de 2 mois de conflit les 20 000 victimes. C'est beaucoup trop de morts, et ça, dans le monde entier, les gens commencent de plus en plus à le condamner carrément, et il n'y a aucune source qui peut venir à la rescousse de l'armée israélienne dans ce qu'elle est en train de faire actuellement. Il y a une image, si vous permettez, Salim, une seule image qui a fait retourner une bonne partie de l'opinion mondiale. C'est l'image des civils palestiniens dénudés. On les a dénudés à Gaza, on les a conduits vers On n'a pas voulu montrer ça, mais c'est des images qui s'est retournées. C'est des images israéliennes. Pour qu'on soit précis, et qui ont été... disons, démontré un petit peu la bestialité, la barbarie de la politique de communication de l'armée sioniste, parce qu'ils voulaient utiliser ces images pour montrer un petit peu qu'ils ont gagné la bataille du terrain. Finalement, ça s'est retourné contre eux. Bien sûr, parce que dénuder des personnes, toucher à leur dignité de cette manière, c'est exactement ce qu'ont fait les nazis avec les juifs. Et donc beaucoup d'experts sur les plateaux ont dénoncé cette attitude. C'est les mêmes images. Disons, cette action de l'armée sioniste qui s'est retournée contre elle. Absolument, parce qu'elle est contraire aux valeurs humaines. Comme on dit, elle s'est tirée une balle dans le pied. Oui, c'est contraire aux valeurs humaines, c'est contraire, parce que il y a même des Juifs qui ont dénoncé ça, parce que Israël ne représente pas... des Israéliens. Oui, des Juifs, non, pas des Juifs qui ne reconnaissent même pas l'existence d'Israël, parce qu'il y a des Juifs qui existent à New York notamment et dans certains pays qui ne reconnaissent pas ça et qui ont dénoncé ça parce que Israël ne représente pas l'ensemble des Juifs, et donc ce comportement inhumain dénote peut-être explique aussi ce qui se passe. C'est-à-dire le carnage, il est assumé, le génocide, il est assumé, l'épuration sur les réseaux sociaux, ces images ont été même assemblées aux images de la Seconde Guerre mondiale
avec Oui. des prisonniers, prisonniers juifs dénudés par l'armée nazie. Beaucoup le reconnaissent. Gaza est le plus grand camp de concentration. Déjà avant la guerre totale qui est menée contre la population civile, parce qu'il s'agit juste de population civile, c'est le plus grand camp de concentration du monde. Et il y a clairement des opérations génocidaires qui sont menées. Et ça, c'est dénoté, y compris par la stratégie militaire qui est suivie. Parce que le but si vous voulez, de la pression, même en termes de propagande, c'est de démontrer que les objectifs de guerre sont atteints. Les objectifs de guerre, en réalité, ne sont pas atteints. Est-ce que les prisonniers ont été libérés? Non, ils sont tués par les opérations. D'ailleurs, ça a été montré par des vidéos. Est-ce que l'infrastructure de la résistance a été atteinte? Non, la résistance palestinienne fait courageusement face à cette opération et remporte des victoires militaires. Et donc, il s'agit vraiment d'un malaise profond au niveau stratégique. Merci, Sofiane. On fait une courte pause et on revient au débat. Devant justement cet échec de la communication de l'armée sioniste, il y a eu surtout une grande montée de la communication du mouvement Hamas qui a résisté à l'attaque de l'armée, l'entité sioniste d'occupation. Ils ont soigné une communication très très bien organisée, avec des images exclusives qu'elles diffusent justement sur certaines chaînes de télévision qui partagent la cause justement de la Palestine. On regarde et on revient au débat. امسك معايا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه دماؤهم في هذه المنطقة يا أخوان. تم استدراج القوة الخاصة داخل نفق وتم الإجهاز عليهم. هذه أجهزتهم وهذا ما كانوا يحملون وهذا كلبهم. والله لنجعلن رؤوسهم تحت أقدامهم. Le mouvement de résistance Hamas a véritablement gagné la bataille des images. En regardant pratiquement toutes les chaînes de télévision arabes qui diffusent les images de la cellule de communication, ce qu'on appelle l'I'lam al-Harbi, l'information armée du mouvement de résistance Hamas, pardon, on a vu que ces images, c'est des images de terrain parfois à distance zéro par rapport à l'ennemi, et c'est des images qui ont révolutionné le plan de communication de la guerre à Gaza, notamment en ce qui concerne les prises de vue des résistants avec des caméras GoPro, des images qui sont montées par la suite pour
montrer, mettre le feutre rouge sur les cibles israéliennes, faire du zooming sur les cibles et également montrer, flouter les visages des résistants pour qu'ils ne soient pas identifiés. Tout cela fait partie d'une stratégie de communication avérée mais sûre et efficace du mouvement de résistance Hamas qui a véritablement, messieurs, gagné la bataille des images. Ça s'appelle la technoguérilla, cette forme de communication déjà, et le mouvement de résistance palestinien a démontré justement qu'il a réussi à développer des techniques de technoguérilla qui ont fait, si vous voulez, vous l'avez dit, révolutionner complètement la communication de guerre, mais aussi qui ont fait rater complètement les objectifs de guerre de l'armée d'occupation qui a pourtant déployé des moyens complètement disproportionnés. D'ailleurs, ces images montrent par exemple que le principal objectif, la destruction de l'infrastructure de la résistance, n'a pas été atteinte. Malgré toute la propagande et tous les réseaux de soutien internationaux, notamment en termes de communication, des petites vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux de manière massive démontrent à la fois... Sofiane, ces images ont démontré sur les plateaux, même s'ils ne sont pas diffusés sur les grandes chaînes d'information européennes et occidentales, ils démontrent néanmoins l'échec de l'armée d'occupation sioniste sur le terrain, puisque plus de 1000 engins et tanks, notamment les fameux Merkava, ont été détruits par les RPG du mouvement de résistance Hamas et qui ont démontré, image à l'appui, qu'ils ont gagné la bataille aussi bien sur le terrain qu'aussi bien à l'écran. Hamas n'envoie pas les images aux médias occidentaux. Elle envoie sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux et aux médias arabes. Aux médias arabes, notamment Jazeera et le RAD et les autres, parce qu'il a compris qu'on peut se passer des médias occidentaux. Des images qui sont diffusées sur les chaînes algériennes. Oui, les Telegram et certains réseaux. Aussi, réseaux sociaux, Telegram et Twitter. Twitter aussi les laisse. Donc, Facebook, on ne les voit pas. Non, ils les censurent systématiquement. Facebook, ils les enlèvent et ils bloquent même des comptes. Et ces images ne passent pas sur les médias occidentaux. Il ne passe pas, parfois on peut passer des extraits pour dire que c'est de la propagande, pour dire que c'est pas vrai, etc. Alors qu'il y a deux concepts qui sont entrés en jeu. Sofiane parlait de techno-guérilla, c'est vrai, parce qu'on est passé à une guérilla qui est redoutable, et l'armée israélienne, dans son histoire, n'a jamais su affronter la guérilla. C'est pour ça qu'ils ont eu recours, ce qui est un peu scandalise déjà les experts internationaux, droit international, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour cibler, parce qu'on a utilisé un système qui s'appelle l'Asbora, et en hébreu ça veut dire l'évangile, ce nom n'est pas choisi par hasard, l'évangile, pour cibler des civils, et on a, selon les dernières informations, on a utilisé 6000 cibles en 6 jours. Ça veut dire 1000 cibles par jour. Cible, ça veut dire une cible et on tue tout ce qui est autour. Donc la volonté de tuer plus est bien sûr inscrite dans la théorie évoquée par Sofiane. Les deux concepts qui sont entrés, ils sont maintenant analysés. Par exemple, le concept est le message post-sepr, la distance zéro. Voilà, des combattants qui sont convaincus de ce qu'ils font, qui s'approchent de leur cible pratiquement à 0 mètre. Au contact. Et en contact direct. Ce qui est signe ils prennent même la peine de prendre des selfies. Des selfies, ils ne sont pas suicidaires. Ils ne sont pas suicidaires, non. Ils sont courageux. De 1 et de 2, le triangle rouge renversé, qui est devenu même pratiquement un phénomène de mode, qui est utilisé dans les habits actuellement, notamment avec les organisations pro-palestiniennes. Il est dans beaucoup de supports. Ça veut dire que sur le plan image, quelque part, Hamas, malgré ses moyens limités, malgré qu'il soit écrasé par la machine de guerre ou une tentative de l'écraser par la machine de guerre israélienne, il est toujours là et ces images enregistrent ce succès parce que c'est après tout un mouvement de résistance. Les Occidentaux parlent de mouvement terroriste et Abu Ubaïda est devenu la personnalité probablement la plus célèbre au monde actuellement. Justement, Faisal Matawi, on connaît la résistance palestinienne depuis les années 70, elle était réputée pour sa Kalachnikov. Aujourd'hui, tout le monde parle du RPG de Yassine, de Hamas, et justement, la majorité des vidéos mettent en valeur un petit peu leurs armes, parce qu'il faut préciser que ces armes ont été fabriquées à Gaza. À Gaza, alors que Israël reçoit quotidiennement des avions chargés de bombes. Notamment des obus, Parce que contrairement à ce que ne disent pas une bonne partie des médias occidentaux, les médias alternatifs le disent. Mais c'est qu'il y a pratiquement un pont aérien entre les États-Unis et Israël.
pour envoyer des bombes. Parce que le stock stratégique de l'armée israélienne de 3 jours. Après 3 jours, Israël n'a plus la possibilité d'avoir des bombes pour les larguer sur la population. Et on a largué, parfois, selon les experts militaires, des bombes de 250 kg. Tout à fait. Le maximum. Et beaucoup d'experts occidentaux, les experts occidentaux disent que l'armée sioniste essaie de tuer le maximum parce qu'en fait, ils pouvaient très bien cibler avec peu de... des bombes de doctrine, d'où l'accusation de génocide. De génocide, parce que le génocide, c'est ça, c'est de tuer le nombre le plus maximum de personnes dans une période courte. Il faut préciser que Gaza est entièrement détruite, pratiquement à 80%. C'était ça l'objectif. Il n'y a pas d'eau, d'électricité, de nourriture depuis 2 mois. On voulait terrasser le Gaza. Je voulais intervenir pour dire que justement, le choix même des opérations qui ont été menées contre Gaza, à savoir quasiment raser cette ville-là, va se retourner contre l'armée israélienne. Parce que les combattants palestiniens qui sont à Gaza, de plus en plus, sont en train de s'organiser et de faire comme le faisaient les Russes lors de la bataille de Stalingrad, qui a été rasée, bombardée par les Allemands. Et ça a fini par se retourner contre l'armée allemande. Parce que dans les gravats et les débris, les combattants palestiniens sont beaucoup plus souples et connaissent beaucoup mieux le terrain que leurs adversaires. Et donc, on a beau leur envoyer des munitions en provenant des États-Unis et d'autres pays occidentaux, dans cette guerre asymétrique, ils sont largement défavorisés. Sofiane ? D'ailleurs, sur la guerre asymétrique, il y a de plus en plus de critiques sur la doctrine qui est utilisée, notamment par l'armée d'occupation, qui s'appelle la doctrine Dahiya, qui a été inventée, on va dire théorisée après la guerre de 2006 qui est au Liban, la guerre du Liban et un bombardement massif de Dahiya al-Janoubiya, la banlieue aussi, c'est-à-dire le fief du Hezbollah. La théorie a été élaborée par un général qui s'appelle Eisenkot, qui est d'ailleurs un général d'origine marocaine, un général israélien. Et la théorie consiste à cibler directement les civils parce qu'il s'agit d'un mouvement de résistance qui existe par le soutien du peuple. Et donc, ils assument complètement le fait de cibler les civils. Et ça renvoie aussi à ce qu'a utilisé l'armée coloniale française en Algérie de par la fameuse théorie de vider l'eau pour justement tuer le poisson. Ce qui est connu comme étant une théorie de guerre asymétrique qui cible directement la population civile. Et on voit de plus en plus de critiques très virulentes, y compris dans la grande presse occidentale, contre le choix de cette doctrine qui est d'ailleurs réfutée par les principaux défenseurs de l'armée d'occupation qui disent que ce n'est pas la théorie qui est suivie, même si on sait concrètement que c'est exactement cela qui est suivi par, c'est le modus operandi, si vous voulez, de l'armée d'occupation. Et aussi un autre détail, c'est que même les troupes d'élite, par exemple les troupes Golani, ont reconnu de par la communication de la résistance qu'elles ont subi des défaites cuisantes. Or, c'est des troupes d'élite qui sont censées réputées être insubmersibles. Oui, parce que dans la propagande militaire ne va jamais dire combien il y a eu de pertes du côté israélien. Ils ne vont jamais reconnaître cela parce qu'il y a beaucoup de médias, y compris israéliens, qui parlent que les hôpitaux israéliens sont débordés actuellement par des blessés qui viennent des soldats. On voulait faire justement un arrêt sur image, justement, comme pour parler un petit peu des pays qui ont, disons, normalisé avec l'entité sioniste depuis ces derniers temps et qui ont contribué à ne pas aider le peuple palestinien dans cette épreuve. Pour certains, ils ont même fait des alliances militaires, ce qui est nouveau avec l'entité sioniste. On parle justement du Maroc qui, depuis quelques mois, entretient des relations aussi bien diplomatiques que sécuritaires et militaires et sur les plans médiatiques ne parle jamais de ce qui se passe à Gaza. On fait un arrêt sur image et on vous montre justement le témoignage d'un officier, un ex-officier marocain, Salhi Bouchaïb, qui a brisé justement le silence après 23 ans et qui a voulu témoigner pour dénoncer le silence justement du Maroc concernant ce qui se passe à Gaza. أنا أطفال صغار
كاين اطفال صغار وكاين راه كيما قلت لك راه كاين هنايا فهمتي راه مات هو مات هو بنته ومرته وخلى دري صغير. شحال صفيتي من سياد بلا شفقة وبلا تخمام، حرقتي الغلة وسبيتي الكسيبة وسقتي نساكي في النعام، يتمتي الصبيان بالعرام. 20 سنة في صفوف الجيش الملكي المغربي اصطدمت فيها طموحات وآمال الشباب بواقع مرير عنوانه الفساد والاستبداد. تلتها 23 سنة أخرى من الصمت والصبر. مرت السنون وتقدم العمر وكبرت معه الآمال والأحلام. الضابط المغربي المنشق صالحي بوشعيب يهدم جدار الصمت، يتحدى طغيان المخزن ويخاطب الأحرار، لا لضريبة الذل والاستعباد. ويلي تحية للشعب المغربي وتحية لكل مناضل حر اللي كيقول كلمة حق في هذا النظام المخزني. أنا دابا نعرفكم بنفسي، أنا سميتي صالحي بوشعيب، ضابط سابق في القوات المسلحة الملكية. انشقيت سنة 2000، زرطيت كما يقولوا بالدارجة سنة 2000 لظروف ولقناعات. التكوين تاعي أو المسار التعليم تاعي كان في سيد البرنوسي، قبلها كان السنة الأولى في روشنوار مدرسة لاسيغون، ومن بعدها السنة الثانية جابونا المدرسة المعروفة البراكة اللي كاينة في الحي تاع الألمان، ومن بعدها طلعت الكوليج طريق، وهذا الكوليج طريق اللي تقسم من بعد طريق واحد ثم طريق جوج، ومن بعدها طلعت الليسي المرابطين، ومن بعدها حصلت على البكالوريا سنة 80، ومن بعدها التحقت بالأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، وتخرجت سنة 83. الفوج تاعي معروف بفوج علال الفاسي. أنا وليد البرنوسي، وما كاينش اللي ما يعرفش المخنطر اللي كان يلعب في الرشاد البرنوسي، أنا واحد من خاوته، وكنا والعائلة كلها معروفة بكرة القدم، وما كاينش اللي ما يعرفوش، ومعروف الناس اللي كانوا يعرفوا، الناس اللي كانوا ساكنين في برنوسي في المرحلة تاع الثمانينات والسبعينات والستينات كاع يعرفوا المخنطر. والعائلة عائلة بسيطة جدا، بسيطة كباقي ساكنة الحي سيد البرنوسي ذاك الوقت. الحي كان في الستينات والسبعينات كان حي النسيج العمراني تاعو مبني على ساكنة فقيرة، ساكنة شغيلة، بالإضافة إلى بعض التجار، ثم إضافة بعض الموظفين كرجال التعليم ورجال البريد، ومعروفين الناس بسطاء جدا. نفس المعيشة اللي كاينة، نفس المعاناة اللي كانوا يعينوا، نفس المعاناة تتعنيها جميع الأسر نتاع الحي البرنوسي. دابا يتساءل المشاهد الكريم لماذا ظهوري حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ الظهور لسببين رئيسيين. السبب الأول هو خيانة النظام وتطبيعه مع الكيان، وهذا التطبيع رحنا شلنا اش وقع للناس تاع غزه، وشلنا اش وقع لنا لاخواننا الاشقاء الفلسطينيين في غزه. قدم تعازيه للشعب الغزاوي، ونتمنى الشفاء لكل الجرحى، ونتمنى ان شاء الله يتحل الحصار عليهم ويتواصلوا بالمساعدات الانسانيه. والسبب الثاني هو زلزال الحوز. زلزال الحوز راه شلنا معاناة الشعب ومعاناة سكان الحوز وما تعانيه كل المنطقة المهمشة بجبال الأطلس وبجنوب المغرب. معاناة الناس اللي وقع لهم الزلزال وما سيعانونه أثناء الزلزال وما سيعانونه بعد الزلزال. وبهذه المناسبة الأليمة تنقدم تعازية لضحايا الزلزال، ونتمنى الموتى يكونوا بجوار الشهداء والصالحين والأنبياء. وخاي
معك الأيام والأيام الأيام أيام القهرة وظلام وفينك عويصة فين الشان والمرجان شحال غيرتي من عباد شحال صفيتي من سياد بلا شفقة وبلا تخمام. Voilà, c'était le témoignage d'un ex-officier marocain qui a déserté de la Royal Army marocaine depuis 23 ans et qui a décidé de briser le silence et de dénoncer un petit peu le Makhzen et sa politique pro-sioniste. Messieurs, Sofiane Baroudi. Alors déjà, premièrement, à mon avis, ça évoque quelque chose d'important, c'est-à-dire que les masses populaires et le peuple marocain refusent complètement dès le départ la normalisation qui est allée beaucoup plus loin que la normalisation vers une alliance belliqueuse, militaire, sécuritaire. Ils ont reçu par exemple l'ancien ministre de la Défense qui est actuellement un criminel de guerre vu qu'il participe à l'effort de guerre au Maroc et qu'il y a des mobilisations permanentes pour rompre cette normalisation. Les 2 derniers mois, il y a eu vraiment des mobilisations massives. On a vu même des médecins, justement, faire une vidéo pour dénoncer le massacre qui se passe à Gaza. Il y a des manifestations populaires très, très importantes. Et ça rentre aussi en écho au fait qu'il y ait une oppression de l'opinion publique au Maroc, à la fois par la paupérisation et l'appauvrissement massif, mais aussi par des choix diplomatiques et des choix politiques qui ne sont pas consentis par la majorité de la population qui manifeste justement contre ça, notamment face au drame que vivent nos frères palestiniens actuellement. C'est parce que les accords d'Abraham qui ont conduit, pas à la normalisation, mais disons à l'établissement des relations, parce que normalisation, ça veut dire qu'on revient à une situation normale. Or, Israël, pendant très longtemps, était en une situation de guerre contre les pays arabes, les guerres de 73, de 67, etc. Les accords d'Abraham, c'est l'une des principales victimes de ce qui se passe à Gaza. Parce que les opinions publiques, Sofiane l'a souligné, au Maroc, qui donc a établi des relations en voulant partir plus loin avec ce que j'appelle les accords militaires. Et il y a même un ministre israélien qui est venu menacer de l'Algérie en parlant de l'Iran, etc., selon la propagande marocaine. La même chose aux Émirats arabes unis, même si ça n'apparaît pas, il y a une partie de l'opinion aux Émirats arabes unis et au Bahreïn qui dénonce ces relations avec un État qui a montré clairement qu'il ne respecte pas le droit international et qui peut tuer comme il veut et autant de fois qu'il le veut les Palestiniens. Il y a des manifestations, il y a aussi des mouvements politiques au Maroc, notamment de la gauche, qui sont contre ces relations avec Israël. Merci Faisal Matawi, merci Rida Hariri, Sofiane Baroudi. Al24 News et plus précisément Mediapro reste toujours fidèle justement à la cause palestinienne et diffuse certaines images qui ne sont pas montrées par des chaînes qui ont les moyens justement de couvrir ce conflit et qui ferment les yeux sur le massacre des Palestiniens. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec aussi un sujet sur ce qui se passe à Gaza. Restez branchés sur Al24 News.